Bonjour, c'est avec beaucoup de joie qu'aujourd'hui j'ai un invité, Alain, que j'apprécie beaucoup et qui fait partie aussi de mon parcours professionnel. Et aujourd'hui, je vais vous le présenter. Donc, il est psychologue, psychanalyste, sexothérapeute et il est formateur dans, on va dire, beaucoup de pays, hein, pas que en France. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, la perversion narcissique et les mécanismes psychiques du pervers narcissique sur un large sujet, pas que sur le biais amoureux, on va voir sur plusieurs domaines, que ce soit la sphère professionnelle, amicale. Et donc, je vais laisser la parole à Alain. Et déjà, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce sujet qui est vaste et où on entend un peu tout et n'importe quoi? Donc, pas faire l'amalgame entre manipulation et perversion. Et je te laisse la joie de nous expliquer ce qui est la perversion narcissique. Merci Honorine et merci à toi de m'inviter ici pour parler de ce sujet. Alors déjà, une première chose, c'est de remettre les choses dans leur cadre. C'est-à-dire que le terme de perversion narcissique est un terme qui appartient à la psychanalyse, puisque la personne qui a théorisé la perversion narcissique, c'est Paul-Claude Racamier. Et Paul-Claude Racamier, qui est aussi celui qui a théorisé la dimension de l'incestuel également, qui était un psychanalyste absolument remarquable, dont j'aime beaucoup les travaux. Et donc, c'était le premier à réfléchir à ce terme-là. Et donc, la perversion narcissique s'inscrit bien sûr dans le large spectre des perversions. Et je crois que c'est important de définir qu'est-ce que c'est que la perversion. La perversion, ça vient du latin pervertere, qui veut dire détourner une chose de son sens premier. Donc ça laisse entendre que dans le projet de perversion, si je puis dire, il y a le désir de détourner quelque chose, en tout cas quelqu'un, de son sens premier, c'est-à-dire de faire en sorte d'amener suffisamment de perturbations dans l'organisation psychique de quelqu'un, dans le comportement, pour que cette personne s'interroge sur le sens premier de sa relation au monde. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la perversion, dans le sens où toute perversion est perversion du lien. À chaque fois qu'il y a une perversion, il y a un lien qui cherche à être perverti. Et le pervers narcissique, on va en voir un certain nombre de spécificités. Et le pervers narcissique, lui, va chercher dans la perversion, dans le système pervers, dans le projet pervers, si je puis dire, à mettre en place une entreprise de dépersonnalisation. Donc, la perversion narcissique, au-delà du fait de rechercher la destruction de l'autre, va chercher une dépersonnalisation de l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a un projet, qu'il y a un projet destructeur qui n'est pas du tout la même chose que dans la manipulation. On peut être effectivement, comme tu le disais, quelqu'un qui manipule sans forcément avoir un projet de destruction de la personne qu'on est en train de manipuler. Il y a une forme de manipulation qu'on connaît bien, c'est l'amour. Dans l'amour, il y a de la manipulation, une manipulation qui est mise au service d'un lien à peu près équitable avec l'autre, en tout cas c'est ce qui est recherché, et qui n'est pas forcément mis au service de la destruction. En revanche, il peut y avoir dans le sentiment amoureux quelque chose qui peut être perverti, effectivement, et détourné de son sens premier, qui est un sens d'entente, de rapprochement, de partage à peu près équitable de la relation entre deux personnes. Donc, la perversion narcissique, c'est quelque chose qui a une forme de conscientisation. Et je pense que c'est important de le dire, c'est-à-dire que la personne dite perverse narcissique a une conscience du processus de dépersonnalisation qu'elle met en place. Et cette conscience-là, qui est appelée une conscience morbide, cette conscience, elle permet à la personne qui est perverse narcissique, justement, de ne pas tomber elle-même dans quelque chose qui serait de l'ordre d'une destruction personnelle. Je m'explique par rapport à ça. L'un des grands penseurs de la perversion narcissique, en dehors de Racamier, c'est Alberto Heger. Et Alberto Heger disait très clairement que
le pervers narcissique est un psychotique sans symptômes psychotiques. C'est-à-dire que le pervers narcissique est quelqu'un qui est psychotique, mais qui, pour lutter contre l'émergence de sa psychose, va mettre en place un processus de dépersonnalisation de l'autre. Donc, c'est une défense contre la folie, la perversion narcissique, pour des raisons qui sont la plupart du temps liées à des éléments très archaïques de l'enfance, de la petite enfance, et que donc, la perversion narcissique, oui, bien sûr, elle existe, on en parle, il faut faire attention aussi aux effets de mode, hein. C'est-à-dire que voilà, dans les effets de mode, il y a une espèce de fascination pour la perversion narcissique, il y a de fascination pour le mal, de fascination pour la destruction. Voilà, presque la même fascination qu'il y a pour les serial killers ou autres. Voilà, donc il faut être très mesuré par rapport à ça. Oui, les pervers narcissiques existent, bien entendu, mais en même temps, il y a d'autres formes de perversion que la perversion narcissique. Il ne faut pas confondre. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans les violences conjugales, l'homme qui frappe sa compagne, c'est pas un pervers narcissique, c'est un pervers paranoïaque. C'est-à-dire qu'il y a un geste paranoïaque pour tenter de détruire l'autre que l'on suppose comme étant quelqu'un qui va nous attaquer. Mm. Donc, le pervers narcissique, dans les grandes lignes, je dirais dans sa noblesse morbide, le pervers narcissique est quelqu'un qui ne va pas frapper. C'est quelqu'un qui va diriger les choses un petit peu à distance. Et Alberto Heger, encore lui, a montré que le pervers narcissique souvent a un complice. D'ailleurs, il y a un livre d'Alberto Heger qui s'appelle Le pervers narcissique et son complice. Et son complice, c'est un peu son fer de lance, c'est-à-dire son artificier. C'est lui qui va faire les bases œuvres. Et le pervers narcissique, lui, il va diriger un petit peu à distance. Et donc, il y a une série qui est très intéressante qui s'appelle Le Serpent avec Tahar Rahim. Et dans Le Mm. Serpent, à un moment donné, le personnage principal va glisser vers une perversion narcissique plus organisée, donc pour détruire un certain nombre de personnes, en l'occurrence des personnes, des touristes qui viennent à l'étranger, notamment en Inde, et il va former un Indien à tuer les gens à sa place. Donc il y a vraiment quelque chose où c'est son bras armé d'une certaine manière. Donc il y a vraiment cette jouissance du pervers narcissique à agir à distance, à détruire à distance, à dépersonnaliser à distance, voilà, sans trop se salir les mains, bien entendu. Mais c'est une manière pour ne pas devenir psychotique, pour ne pas devenir fou. Et ce qui est intéressant avec le serpent, c'est que c'est une histoire vraie, donc qui a été mise en place. Et à la fin de la série, on voit le personnage joué par Tahar Rahim qui passe à la télé française et qui est très heureux de montrer ce qu'il a fait, comment il agit, comment il a mis les choses en place. Il y a vraiment une jouissance de la destruction chez le pervers narcissique et qui est je dirais presque, qui est une jouissance tranquille. Ah, il y a quelque Mm. chose de très tranquille chez lui par rapport à la destruction qu'il met en place autour de lui. D'accord. Et tu as évoqué, enfin voilà, un livre que j'ai lu et j'ai suivi une formation de Alberto, que tu as nommé, Et guerre, hein, hein. qui a écrit un livre que je vous conseille de lire, hein, qui est le pervers et son complice, hein. Mais dans le concret, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme information pour pas faire d'amalgame dans une relation, par exemple, toxique, hein, on peut dire, c'est ce terme qu'on emploie maintenant, dans les manipulations, que ce soit professionnel, que ce soit dans la sphère amoureuse, que ce soit amical. On en rencontre des pervers narcissiques, mais on rencontre aussi des manipulateurs, on rencontre des séducteurs et d'autres pathologies que des fois on confond avec un pervers narcissique. Mais quels sont les premiers signes pour toi, les premiers signes cliniques qu'on peut observer? Alors, les premiers signes cliniques, l'un des premiers signes, alors qu'on ne repère pas forcément toujours quand on est à l'endroit de la victime, c'est effectivement la séduction. Mais de quelle séduction parle-t-on? Par rapport au pervers narcissique, c'est une séduction qui va trop donner. C'est-à-dire que la personne
qui est sous l'emprise, parce qu'il y a une emprise qui se met en place petit à petit, qui est sous l'emprise du pervers narcissique, va être face à quelqu'un qui lui donne trop. Quelqu'un qui va justement narcissiser la personne qui est sa victime avec un trop-plein d'attention, un trop-plein de cadeaux, un trop-plein de présence, et quelque chose qui, à un moment donné, va être tellement fort, tellement puissant, tellement trop, que ça doit alerter en se dire, mais comment se fait-il que cette personne réponde autant à mes attentes et encore plus à mes attentes que je n'aurais osé l'espérer? Donc il y a quelque chose où d'emblée, le pervers narcissique va envahir le sujet qu'il a décidé de prendre comme proie, va envahir le sujet avec cette dimension de séduction et avec tous les attributs de la séduction habituels qui vont répondre un petit peu à ce que la personne attend. C'est-à-dire qu'en fait, le pervers narcissique, il a la capacité à saisir la faille. Il a la capacité à saisir ce qui chez l'autre fonctionne avec un petit fond de dépendance affective et à donner à la personne beaucoup plus que ce qu'elle attend. C'est-à-dire que le pervers narcissique, au début, il ne va pas offrir 3 roses, il va en offrir 40. Il ne va pas inviter dans un restaurant bas de gamme. Il va tout de suite aller vers quelque chose qui est beaucoup plus luxuriant. Donc il y a quelque chose, et à un moment donné, ce trop-plein-là peut entraîner une espèce de sensation presque d'étouffement de la part de la personne qui est la proie du pervers narcissique. Donc ça, c'est déjà un premier point. Un deuxième point qui est important aussi, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le langage à double contrainte. C'est-à-dire que le pervers narcissique, on va retrouver ça dans d'autres formes de perversion, mais le pervers narcissique l'utilise très bien, va jouer avec des messages contradictoires. C'est-à-dire que le message à double contrainte, c'est un message double qu'on envoie à quelqu'un, mais qui a la même valeur. Donc du coup, on ne sait pas sur quel pied danser, et ça va entraîner chez la personne un état un peu, presque un peu schizoïde, ouais, en se disant, mais qu'est-ce que cette personne est en train de me dire? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Je donne un exemple qui est une histoire qu'on raconte beaucoup dans les écoles de psy par rapport à ça. Imaginons un homme qui fête ses 40 ans et ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu sa mère. Donc, il fête ses 40 ans, il est heureux, voilà, il se prépare à recevoir des amis. Et puis, tout d'un coup, ça sonne à sa porte, il ouvre et c'est sa mère. Il dit, mais c'est pas possible, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu, 20 ans que tu me parles plus, qu'on se parle plus. Qu'est-ce que tu viens faire là? Et sa mère lui dit, mais écoute, je ne peux pas passer à côté de tes 40 ans. Et voilà, je t'apporte un cadeau. Donc, et il reçoit un cadeau de la part de sa mère, il est quand même content, et il ouvre le cadeau, c'est 2 cravates, une verte et une rouge. Donc, il monte dans sa chambre, il met la cravate verte, il redescend et dit, tu vois, maman, j'ai mis la cravate que tu m'as offerte. Et sa mère de lui répondre, mais pourquoi la rouge te plaisait pas? Mhm. C'est ça un message à double contrainte. Donc du coup, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Si je mettais la rouge, elle m'aurait dit que la verte me plaisait pas, donc il aurait fallu que je mette les 2 cravates en même temps. Donc du coup, il y a quelque chose qui va assez rapidement dans le lien avec le pervers narcissique entraîner des questionnements sur son fonctionnement, on peut même se culpabiliser de se dire, mais est-ce que j'ai vraiment le droit à cette relation? Est-ce que j'ai vraiment le droit à être avec cette personne? Donc, c'est important quand on a cette dimension-là à l'intérieur de soi, ces petits éléments qui s'allument, de prendre suffisamment de recul. Mais comme on est sous l'emprise, c'est très difficile de prendre ce recul puisqu'on est en plein dedans. Mais on a quelqu'un qui donne trop, quelqu'un qui envoie des messages très contradictoires, et on devrait pouvoir sentir que là, il y a quelqu'un qui commence à jouer avec nous. Et donc, cette dimension-là n'a rien à voir avec la manipulation et n'a rien à voir avec le fait d'essayer de séduire dans le sens, je dirais, un petit peu premier du terme. Il y a vraiment quelque chose qui amène le sujet, qui amène la proie à douter d'elle-même, à se sentir coupable et à être dans un mal-être qu'elle ne va pas valider tout de suite parce que de l'autre côté, il y a tout le système de séduction qui est là. Mais en même temps, et tu as raison de le souligner,
En même temps, la perversion narcissique, on en parle beaucoup dans le couple, dans la relation amoureuse, mais il y a de la perversion narcissique dans les entreprises, il y a de la perversion narcissique entre amis. Le pervers narcissique, il va choisir un petit peu sa proie, si je puis dire. Il va la choisir dans tous les lieux où il y a de la population captive. Donc dans les entreprises, dans les cercles d'amis, pas forcément dans la relation amoureuse. Voilà, il y a une dimension très prédatrice par rapport à ça. Et Rakami en parle très bien de ça. Et il y a vraiment l'idée qui est défendue par Heger, mais qu'on retrouve aussi chez Racamier, et qui est représenté par le titre d'un livre d'un psychanalyste qui s'appelle Harold Searles, et qui est l'effort pour rendre l'autre fou. Et Mm. c'est-à-dire, c'est comment le pervers narcissique fait en sorte de rendre l'autre fou. Et dès qu'on commence à sentir les prémices de ça, à un moment donné, ben, c'est comment on peut se retirer de cette relation pour faire en sorte d'être moins atteint par cette espèce de folie qui grignote qui s'installe de manière très insidieuse à l'intérieur de soi. Et quelque part, ça vient fragmenter le moi. Bien sûr. Oui, oui, c'est-à-dire que là encore, c'est Heger qui dit que le pervers narcissique inocule son poison chez sa victime et que le pervers narcissique, il a un moi fragmenté. Mm. Il a un moi qui est pas solide. Il a un moi qui ne tient pas le coup. Et donc, pour assurer, c'est pour ça qu'on parle de perversion narcissique, pour assurer je dirais, sa solidité narcissique, il va fragmenter l'autre à sa place. Donc, Mm. c'est comme s'il disait à l'autre, il mettait chez l'autre ses mauvais objets en disant, voilà, prends ma fragmentation, voilà, vis là à ma place, moi, ça me permet de ne pas être en contact avec les espaces fragmentés à l'intérieur de moi. Mm. Et donc, ce processus-là est un espèce de processus de transfert, de fragmentation, si je puis dire, sur sa victime. C'est pour ça que souvent, on emploie par rapport à la perversion narcissique la métaphore du vampire. C'est-à-dire que Oui, le vampire, quand il arrive dans un lieu, ben, d'abord il va séduire tout le monde, mais en même temps, son projet, c'est de planter ses crocs dans la carotide de ses victimes pour vivre de leur sang, parce que lui, il en a besoin. Et c'est la même chose chez le pervers narcissique, et qui a un narcissisme qui est brinque-ballant, c'est le moins qu'on puisse dire, et par exemple, le vampire, quand il passe devant un miroir, il ne voit rien. Il Mm. n'y a personne qui existe. Le pervers narcissique, c'est pareil. Il a un moi qui est non seulement fragmenté, qui parfois est un espèce d'espace vide qu'il a besoin de remplir avec la destruction de l'autre pour pouvoir exister lui-même. Donc il y a vraiment ce système-là qui est en place. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux victimes, que ce soit sur différentes sphères, euh, quelle approche peut-être thérapeutique et, euh, et peut-être voilà, l'envie de franchir le pas euh, pour récupérer les parts de soi, hein, euh, Oui. Hmm. surtout Ben, toi. ouais, c'est-à-dire que par rapport à ça, il y a plusieurs choses que je pourrais apporter comme réponse à ta question. La première chose, c'est que dès qu'on commence à repérer qu'il y a quelque chose qui n'est pas très juste, parce que moi, les personnes que j'ai eues dans mon cabinet qui avaient été des victimes, elles me disaient, mais au début, je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas normal, qu'il y avait ce trop dont je parlais tout à l'heure. Euh, la première chose, c'est déjà de s'appuyer sur le collectif. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il isole toujours ses victimes. Il fait en sorte de les isoler du collectif, de couper les ponts. Et dès qu'on sent qu'il y a des ponts qui habituellement étaient structurants pour nous, avec des amis, avec des proches, avec la famille et tout ça, de vraiment se remettre en lien avec la dimension de proximité collective. Ça déjà, c'est quelque chose qui va un petit peu freiner l'emprise du pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique n'aime pas beaucoup le collectif. Il n'aime pas ça du tout d'ailleurs. Il a une espèce de haine de la promiscuité aussi qui est très, très en place chez lui. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est ce que disait Rakami. Et Rakami disait, quand vous avez en face de vous un pervers narcissique, vous n'avez qu'une solution, fuyez.
Donc c'est important de lâcher l'affaire, de lâcher la relation et de ne pas chercher à comprendre qui est cette personne, pourquoi elle me fait ça, je vais essayer de la sauver, je vais essayer de la comprendre et tout ça. C'est vraiment de lâcher l'affaire. Et ensuite, il y a toute la dimension thérapeutique. Il ne faut pas hésiter quand on sent qu'il y a ces espèces de fonctions dépressives qui se mettent en place à l'intérieur de soi, et justement la fragmentation dont on parle depuis tout à l'heure d'aller voir un thérapeute pour justement retrouver de la densité psychique, remettre en place une bonne estime de soi, un bon rapport à soi, un bon rapport à son narcissisme. Parce que le pervers narcissique détruit le narcissisme de l'autre, tout comme le sien est absent et détruit aussi de son côté. Donc là, il y a une renarcissisation à mettre en place dans l'espace thérapeutique pour ben, retrouver sa valeur, sa force, sa puissance, qui est en train d'être édulcorée par le processus d'emprise. D'accord. Je crois que, enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup d'informations données et je t'en remercie euh, pour ton temps et pour tes connaissances que tu nous as partagées aujourd'hui. Et puis, je vais t'inviter à peut-être nous dire une citation ou un mot de fin pour cette vidéo ou ce que tu as envie d'évoquer sur ce thème-là pour aujourd'hui. Bah, c'est-à-dire que, alors, ce qui me vient, c'est que le projet du pervers narcissique, si je puis dire, c'est non seulement de rendre l'autre fou, mais de rendre l'autre d'une certaine manière un peu dépressif. Euh, et je pense que moi, la citation que je vais nommer un peu de tête qui me vient, c'est une citation de Gilles Deleuze, qui est un philosophe que j'aime beaucoup. Et Gilles Deleuze disait que notre plus grande force, c'est la joie. Et c'est de ne pas perdre cette joie qui est fondamentale et que dans la société dans laquelle nous sommes, ce qui est révolutionnaire, c'est la joie. Et que la joie, c'est ce que la victime du pervers narcissique doit retrouver. Une joie à être, une joie à exister et une joie réellement incarnée. Et donc, je pense que s'il y a quelque chose à souhaiter aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est de trouver les moyens d'être joyeux parce que ça, le pervers narcissique ne supporte pas qu'on soit joyeux autour de lui. Donc, c'est de revenir dans des pulsions de vie. Exactement, exactement. Eros comme grand vainqueur de toute cette histoire. Donc, en tout cas, je te remercie, Alain. Je vous remercie à tous. Je mettrai les références en dessous de cette vidéo. Et puis, si tu le souhaites, et sur d'autres thèmes, eh bien, je t'inviterai à reprendre la parole sur ma chaîne et sur Instagram avec beaucoup de joie. Avec grand plaisir, Honorine. Merci beaucoup de ton invitation. Merci à toi. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.